All rise. Veuillez vous lever. The mechanism for international criminal tribunals is now in session. L'audience du mécanisme pour l'ex-tribunal pénal international est ouverte. Please be seated. Thank you and good morning to everyone. Le juge Hall, merci. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Monsieur le greffier d'audience, citez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, merci. Et bonjour, monsieur le juge, c'est l'affaire MTPI 1596 PT, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Le juge Hall, merci. Maintenant, je me tourne vers les parties. D'abord, l'accusation. Monsieur Stringer, bonjour, monsieur le président, messieurs le juge. Pour l'accusation, Douglas Stringer, Adam Weber, Chris Harbour, Sarah Clanton et notre commis à l'affaire, Thomas Logel, le juge Hall. Et maintenant, la défense peut-elle se présenter? Maître Jordache, bonjour, monsieur le juge. Wayne Jordache, Ian Edwards, Scott Martin, Joseph Holmes Ashley, Jordana, Katrina Murdoch, Robbie Alxalon et Danko Kostovic. C'est l'équipe de défense de M. Simatovic, le juge Hall, merci. Et l'autre défense, Maître Bakrac, pour la défense de M. Simatovic, Mikhailo Bakrac, Vladimir Petrovic, Mélanie Vranesh et Aaron Wecker. Merci, Monsieur le Président. Le juge Hall, merci. Avant de commencer, j'aimerais poser la question aux accusés de savoir s'ils sont en mesure de suivre la procédure dans une langue qu'ils comprennent. Maître Jordache, M. Stanisic peut suivre la procédure dans une langue qu'il comprend. Maître Bakrac, M. Simatovic également, le juge Hall. Today, le juge Hall, aujourd'hui, on commence ce procès. C'est le premier procès qui se déroule devant le mécanisme. La Chambre de première instance continue à enrichir l'héritage judiciaire de ces tribunaux précédents. Avant de commencer, il peut être utile pour le public de rappeler donc l'historique de cette affaire. Le 30 mai 2013, la Chambre de première instance 1 du tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie a acquitté Jovica Stanisic et Franco Simatovic de tous les chefs reprochés dans l'acte d'accusation et a ordonné leur libération immédiate. Le 9 décembre 2015, la Chambre d'appel du TPY a annulé les acquittements et a ordonné un nouveau procès pour ce qui est de tous les chefs reprochés dans l'acte d'accusation. Conformément au statut du mécanisme et aux dispositions transitoires qui sont joints au statut, le nouveau procès a lieu devant la Chambre de première instance du mécanisme. Le 18 décembre 2015, les deux accusés ont plaidé non coupables pour ce qui est de tous les chefs reprochés dans l'acte d'accusation. Peu après leur comparution initiale, la Chambre de première instance leur a accordé la libération provisoire ou la mise en liberté provisoire. Les accusés sont retournés dans le quartier pénitentiaire des Nations Unies le 30 mai avant le début de ce nouveau procès. Pendant la phase préalable au procès, la Chambre de première instance a abordé de nombreuses questions concernant les moyens de preuve qui peuvent être présentés
pendant le nouveau procès et pour ce qui est de la façon de leur production. La Chambre de première instance a entendu les conclusions de l'expert pour ce qui est de l'état de santé des accusés et a fixé le calendrier d'audience par rapport à ces conclusions. Et à cet égard, on a été informé que M. Stanisic pourrait demander que cela soit modifié, que le calendrier d'audience soit modifié, et j'invite le Conseil de défense à soulever cette question à la fin de l'audience aujourd'hui, si nous avons le temps, sinon demain ou au début de l'audience. Comme cela a été déjà dit, la Chambre de première instance sera vigilante pour ce qui est de l'état de santé des accusés pendant tout le procès. La Chambre de première instance apprécie énormément le professionnalisme des conseils de défense pendant la phase préalable au procès dans cette affaire et est persuadée que tout continuera à se dérouler de cette façon-là. Maintenant, j'invite M. Stringer à commencer sa déclaration liminaire. Thank you, Mr. President. Monsieur Stringer, merci, Monsieur le Président, et bonjour à vous, messieurs les juges, bonjour au Conseil de la Défense et bonjour à toutes et à tous dans le prétoire et en dehors. Messieurs les juges, ce procès porte sur la responsabilité pénale de Jovica Stanisic et de Franko Simatovic, sur la base des rôles majeurs qu'ils ont joués dans une entreprise criminelle commune afin d'établir des territoires homogènes ethniquement et dominés par les Serbes dans toutes les parties des territoires de la Croatie et de Bosnie-Herzégovine de 1991 à 1995. Cet objectif devait être atteint en expulsant par la violence des non-serbes, la plupart étant des Croates et des musulmans, des territoires proclamés par les Serbes grâce à une campagne à grande échelle de persécution, de meurtre ou d'assassinat, d'expulsion et de transfert forcés. Ces accusés ont fait de ces crimes une réalité en dirigeant et en soutenant sans relâche les forces serbes qu'ils ont utilisées pour commettre ces crimes. Ils ont eu l'intention de commettre ces crimes et ont continué à diriger et à soutenir ces forces serbes, même lorsque eux-mêmes et le monde ont été les témoins de cette violence, de ces déplacements et de ces dépossessions systématiques qui ont ciblé des milliers de civils innocents dans toute la Croatie et la Bosnie-Herzégovine de 1991 à 1995. Lors de mes remarques de ce matin, messieurs les juges, je vais commencer par vous donner un aperçu général de l'affaire et ensuite je reviendrai sur différents aspects de cette affaire plus en détail et me concentrerai sur des événements en Croatie. Mon confrère, M. Weber, va ensuite continuer avec nos arguments sur les événements en Bosnie-Herzégovine, plus particulièrement. Messieurs les juges, en 1990, le pays, la Yougoslavie, officiellement la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ou RSFY, était constituée de 6 républiques. La Yougoslavie était un pays d'une diversité ethnique et sa population se composait de plusieurs groupes ethniques ou nationalités représentés dans les différentes républiques. Je voudrais vous faire remarquer, messieurs les juges, à présent que nous allons afficher des transparents pendant toutes nos remarques liminaires et que vous pourrez les voir sur les écrans devant vous. Et si vous passez au prétoire électronique, vous verrez ces transparents de plus près. Le président, merci. Monsieur Stringer poursuit. En 1990, plusieurs forces étaient en jeu qui allaient mener à la dissolution de la Yougoslavie en république constitutive. Et il y avait des visions qui se faisaient concurrence sur ce que devait être la Yougoslavie par la suite. Une de ces visions prévoyait de réaligner une grande partie du territoire de la Yougoslavie et de sa population sur ses lignes nationales et ethniques. C'est une vision qui avait pour intention d'arriver à une séparation ethnique, c'est-à-dire rassembler un groupe ethnique sur un même territoire qui pourrait être contrôlé. 3 des principaux groupes ethniques de la Yougoslavie à l'époque étaient les Serbes, les Croates et les musulmans, aussi connus sous le nom de Bosniens. Les 3 républiques yougoslaves les plus importantes en l'espèce sont la Serbie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.
Et à partir de maintenant, messieurs les juges, je ferai référence à la Bosnie-Herzégovine sous le nom de Bosnie, car des crimes commis en Herzégovine ne sont pas reprochés en l'espèce. Les différents groupes ethniques de la Yougoslavie avaient été mélangés dans chacune de ces républiques pendant des générations ou même plus. Et beaucoup des Serbes, l'appartenance ethnique serbe qui vivaient non seulement en Serbie, comme le nom l'implique, mais vivaient aussi en Croatie. Les Croates et les musulmans vivaient en Serbie. La Bosnie, était un pays fortement panaché, et les populations se composaient de musulmans, de Serbes et de Croates. L'histoire de cette affaire commence à Belgrade, qui était la capitale de la Yougoslavie et de sa république constitutive de Serbie. En 1990, des personnes au premier plan de cette vision de réalignement ethnique, la séparation des populations en fonction de leur appartenance ethnique, étaient basées à Belgrade. Parmi eux se trouvait le président de la Serbie, Slobodan Milošević. La vision de Milošević consistait à rassembler un maximum de Serbes sur un même territoire que les Serbes d'appartenance ethnique pouvaient contrôler. Ce que un autre membre de l'entreprise criminelle commune Vojislav Šešelj appelait la Grande Serbie. Le territoire englobait de grandes parties des républiques avoisinantes de Croatie et de Bosnie, des endroits où les Serbes de souche vivaient. Cependant, une telle vision ne pouvait pas être atteinte sans exclure les non-serbes de ces mêmes zones ou secteurs où de grands nombres de non-serbes avaient vécu pendant des générations plus. En fait, les Serbes étaient une minorité dans la plupart de ces régions. La vision est devenue un plan. Et au printemps 1991, ce plan est devenu une entreprise criminelle commune. Il était impossible d'arriver à cet objectif sans commettre des crimes visant à expulser par la violence et de façon permanente les non-serbes des terres qui avaient été les leurs pendant des générations. Les non-serbes allaient être assassinés, expulsés, ciblés, dans le cadre de persécutions telles que la destruction de leur foyer, de leur lieu de culte, par des viols, des pillages, des arrestations arbitraires, des détentions et des mauvais traitements. Les Serbes d'autres régions seraient encouragés à se relocaliser dans les endroits qui avaient été nettoyés par les non-serbes. Et au début de l'été 1991 jusqu'à la fin de l'année 1995, c'est ce qui est arrivé. Et en l'espèce, l'entreprise criminelle commune porte sur tout ceci et les accusés ont joué un rôle majeur dans la réalisation de cette entreprise. Cette entreprise n'aurait pas pu avoir lieu ni être exécutée sans le soutien et les contributions de plusieurs membres. Des rôles clés ont été joués par des personnes dans les structures fédérales yougoslaves, ceux qui commandaient l'armée yougoslave, la JNA, par les structures républicaines de la Serbie et par des dirigeants serbes locaux en Croatie et en Bosnie. Les accusés ont communiqué et ont coordonné les choses avec ces autres membres de l'ECC, l'entreprise criminelle commune, qui ont tous partagé leur intention et ont contribué au même objectif. Les deux accusés, Jovica Stanisic et Franko Simatovic, surnommés Franky, avaient des postes de haut rang et des postes à responsabilité dans les organes du renseignement puissant serbe, le service de la sûreté de l'État ou l'ADB, Državna bezbednost en serbe, ou le ministère de l'Intérieur serbe, ou MUP, pour plus de facilité. Ils ont utilisé l'ADB pour réaliser leur entreprise criminelle commune. Stanisic était le chef de la sûreté de l'État, l'une des deux branches du ministère de l'Intérieur serbe. Et à ce titre, Stanisic a utilisé le service de la sûreté de l'État, son personnel et ses ressources pour faire avancer cette ECC. Il a établi une unité d'élite du personnel de l'ADB qui a commis des crimes en Croatie et en Bosnie afin de réaliser ce plan criminel.
Cette unité spéciale de l'ADB serbe était tout simplement dénommée l'unité, ou les hommes de Franki, parce qu'ils étaient dirigés par Simatovic sur le terrain. Plus tard, on les a appelés les bérets rouges. Stanisic et l'ADB ont dirigé et ont soutenu 2 autres unités d'élite qui avaient été utilisées dans le même objectif, et je les décrirai plus tard. En outre, par le truchement de Stanisic, l'ADB a joué un rôle clé dans la direction, la formation et l'armement d'autres forces serbes à utiliser afin de commettre les crimes qui avaient pour but d'expulser les non-serbes. Franko Simatovic était aussi membre du service de la sûreté de l'État serbe. C'était le bras droit de Stanisic et se rendait fréquemment sur le terrain en Croatie et en Bosnie, de la Serbie, pour fournir des armes, de l'argent et pour diriger et superviser les opérations des unités spéciales de l'ADB. Il a joué un rôle majeur pour faire en sorte que pour armer et former les autres Serbes forces qui s'y trouvaient. Je parlerai plus avant de Stanisic, de Simatovic et d'autres membres de cette ECC dans quelques instants. Mais avant cela, messieurs les juges, j'aimerais vous décrire les régions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine qui avaient été ciblées pour l'établissement du territoire unifié qui rassemblerait les Serbes de toute la Yougoslavie conformément à la vision de Milošević. Au début de 1990, les Serbes qui étaient en Croatie et ensuite en Bosnie-Herzégovine ont commencé à déclarer ce qu'ils appelaient des districts autonomes serbes ou des SAO. Ces districts et d'autres régions proclamées par les Serbes ont ensuite été consolidés en 1992 dans ce qu'ils espéraient devenir des territoires qui étaient séparés et indépendants des autres territoires de Croatie et de Bosnie-Herzégovine sur lesquels ils étaient situés. En Croatie, on l'a appelé la République de la Krajina serbe ou RSK. En Bosnie, ce territoire a été appelé Republika Srpska ou RS. Les structures exécutives, militaires et policières des SAO, de la RSK et de l'ARS, étaient dirigées par des Serbes approuvés et adoubés par Milošević. Ces accusés, par le truchement de l'ADB, ont joué un rôle important dans l'établissement et dans le soutien de ces derniers. Ces structures ont ensuite été utilisées par les membres de l'ECC pour contribuer à la campagne de persécution et d'expulsion dirigée contre les non-serbes qui résidaient dans ces territoires. Excuse me. Altogether, the Serbs initially Ensemble, les Serbes ont déclaré au début 3 SAO en Croatie et 5 en Bosnie, qui englobaient plusieurs municipalités dans ces 2 régions. Au début de l'année 1992, les SAO en Croatie avaient été combinés dans ce que l'on appelle le territoire de la RSK, la Republika Srpska Krajina. Les territoires proclamés par les Serbes en Bosnie ont été fusionnés dans un seul territoire qui a été appelé Republika Srpska ou RS. Tous ces territoires sont indiqués sur la carte à l'écran. En l'espèce, les faits incriminés ont eu lieu dans les territoires proclamés par les Serbes. Tout d'abord, la Krajina, la SAO de Krajina, qui couvre la partie occidentale de la Croatie, et la mise en œuvre de l'ECC y a commencé en juillet 1991. La SAO de Slavonie, Baranja et Srem occidental qui couvre cette zone et la Croatie orientale. Nous l'appellerons la SAO SBSO pour plus de facilité. Les forces serbes ont commencé à mettre en œuvre l'ECC quelques jours après le début de l'ECC en Krajina, au début du mois d'août 1991. En Bosnie-Herzégovine, les Serbes ont déclaré la région autonome de Krajina, où les faits incriminés ont eu lieu à Sanski Most. Les premières attaques ont eu lieu en avril 1992. Et puis la SAO de la Bosnie du Nord,
où l'on retrouve Bosanski, Chamatz et Doboy. Les attaques et les expulsions ayant commencé en avril et en mai 1992. La SAO de Semberia, où les faits incriminés ont eu lieu à Bijeljina. Les forces serbes ont pris Bijeljina et ont procédé au nettoyage ethnique dans cette ville en avril 1992, au début de la campagne en Bosnie. Autre emplacement, la municipalité de Zvornik, qui n'était pas incluse à l'origine dans l'une des SAO, mais qui a été incluse dans le territoire proclamé de RS. Zvornik a été attaqué et purifié ethniquement en avril 1992. Et enfin, messieurs les juges, nous vous montrerons des éléments de preuve concernant l'exécution de 6 hommes et garçons musulmans en juillet 1995, après la chute de Srebrenica, en un endroit qui s'appelle Tornovo, près de Sarajevo. J'aimerais, avant de terminer cet aperçu, aborder un dernier point. Tous ces crimes ont eu lieu dans le contexte d'un conflit armé, d'une guerre où les forces serbes ont combattu les unités croates et bosniaques pour le contrôle des territoires ciblés par les Serbes. Cette guerre n'a pas été très facile, particulièrement en 1991 et 1992, où des forces serbes ne rencontraient aucune résistance ou peu de résistance dans beaucoup de villes et de villages qu'elles avaient attaqués et capturés. Mais il s'agissait d'un conflit armé entre des parties belligérantes. Le schéma des crimes montrera clairement que cela était le cas. Les morts, les destructions, tout ce qui a accompagné le départ de milliers de non-serbes de toute la Croatie et ensuite de la Bosnie était une conséquence d'un conflit dans lequel les forces serbes ont essayé de protéger les civils et ont essayé de suivre les lois du conflit armé. Les crimes étaient une caractéristique intentionnel d'un plan visant à expulser par la force les non-serbes. Les civils étaient une cible. Ces expulsions étaient l'objectif. Nous allons voir qu'à plusieurs reprises, dans les groupes d'hommes qui avaient été emmenés derrière un abri ou dans un champ de maïs, avaient été exécutés à quelques mètres de leur famille. Des milliers de personnes, y compris des personnes âgées qui étaient trop âgées pour fuir, ont été arrêtées de façon arbitraire, torturées, rouées de coups, exécutées. Des mosquées, des foyers, des églises ont été détruites après des villages. Et que ce soit en Bosnie ou en Croatie, tous ces crimes avaient pour objectif de forcer toutes les populations non serbes à quitter le territoire ciblé. Les survivants de ces crimes n'avaient pas d'autre choix que de partir. Ces crimes n'étaient pas collatéraux, ils étaient centraux. Le schéma des crimes de Krajina à la SBSO, en passant par la Bosnie, ne permet d'arriver qu'à une seule conclusion possible. Les crimes étaient commis dans le but de mettre en œuvre l'objectif criminel commun, à savoir expulser de force et de façon permanente la population non serbe des territoires ciblés. La nature systématique des prises et des crimes qui ont suivi de façon invariable prouve l'existence et l'exécution de cet objectif criminel commun. Les éléments de preuve montreront que ce schéma systématique a continué pendant plus de 4 ans et que les accusés ont soutenu et ont fait avancer ce schéma au fur et à mesure qu'il évoluait. Les accusés et les autres membres de l'ECC savaient qu'en poursuivant cet objectif, il fallait passer par la violence et les crimes pour expulser les non-serbes. Les accusés, à plusieurs reprises, ont déployé leurs unités de l'ADB dans des opérations agressives en Croatie et en Bosnie, où beaucoup de crimes, de persécutions, de meurtres, d'assassinats et d'expulsions ont été commis. Pendant 4 ans, ils ont formé, équipé, financé d'autres forces serbes qui ont commis ces crimes. Pendant 4 ans, ils ont continué à soutenir, communiquer et collaborer avec d'autres membres de l'ECC, et à collaborer pour atteindre le même objectif. Et ils ont continué à contribuer à ces crimes, même lorsqu'ils étaient les témoins
et que le monde était le témoin des conséquences de leurs actes, à chaque fois qu'une unité de l'ADB ou d'autres forces serbes qu'ils avaient formées et soutenues étaient encore arrivées à mener à bien une opération de nettoyage ethnique. Et, messieurs les juges, c'est comme cela que l'accusation prouvera l'existence de cette TCC, de cette intention partagée par les accusés et de cette acceptation des crimes pour y arriver, de leur contribution à cet objectif d'un territoire serbe homogène d'un point de vue ethnique. Ceci termine mon aperçu de l'affaire et j'aimerais à présent vous décrire davantage en détail la DB serbe en tant qu'organe de la République de Serbie et les postes que les accusés y ont tenus. Pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, le ministère de l'Intérieur serbe se composait de 2 départements, la Sûreté de l'État, l'ADB, comme je vous l'ai déjà dit, et le service de la Sûreté publique. La Sûreté de l'État serbe, l'ADB, était dirigée pendant toute la période considérée par Jovica Stanisic. L'ADB était une organisation très capable, bien organisée et puissante de renseignement. Ses membres et ses agents opérationnels avaient été tenus par la confidentialité. Et comme je l'ai déjà dit, sous l'égide de l'ADB, les accusés ont établi, dirigé et soutenu des unités spéciales de l'ADB afin de mener à bien ces opérations de nettoyage ethnique en Croatie et en Bosnie-Herzégovine et ont formé d'autres forces serbes à faire de même. De plus, Stanisic a placé des agents opérationnels de l'ADB à des postes clés dans les SAO, en RSK et en RS, pour s'assurer de la mise en œuvre des politiques et des pratiques qui feraient avancer cet objectif criminel commun. Nous appelons ces agents opérationnels des personnes à double casquette qui ont des positions proéminentes dans les territoires proclamés par les Serbes à l'étranger, mais qui travaillaient aussi pour l'ADB serbe. En tant qu'organe de renseignement principal de la Serbie, l'ADB était le moyen parfait pour s'assurer que le rôle de la Serbie afin de mener à bien cette entreprise criminelle commune avait lieu dans le plus grand secret. Ces activités étaient secrète afin de dissimuler la main de Milošević et des institutions serbes dans le conflit et dans les crimes qui étaient commis vis-à-vis de l'étranger. Milošević a chargé Jovica Stanisic de faire tout cela. Le service de sûreté publique, ou le MUP serbe, était dirigé par Radovan Stojicic, connu aussi sous le nom de Badja. C'était un membre de l'entreprise criminelle commune et je reviendrai tout à l'heure. En général, le service de la sûreté publique se composait d'officiers de police en uniforme qui s'occupaient des infractions au niveau national routinières. Jovica Stanisic, surnommé Ledeni ou l'homme de glace, a rejoint l'ADB serbe en 1975. Il a excellé dans le service et a monté les échelons rapidement. En 1991, Stanisic était le chef adjoint de l'ADB, mais en 1991, Stanisic a servi comme chef de facto de l'ADB serbe. Le 31 décembre 1991, le président Milošević l'a nommé officiellement au poste de chef de l'ADB et l'a fait ministre adjoint de l'Intérieur pour la République de Serbie. Stanisic a exercé l'autorité, au-delà de la Serbie, l'autorité sur les structures serbes gouvernementales, policières et militaires qui avaient été créées à l'étranger, en Krajina, en SBSO et en Bosnie. Des structures qui se tournaient vers lui et vers l'ADB serbe pour recevoir leurs ordres et pour obtenir un appui dans l'établissement du territoire serbe, de la séparation ethnique et du retrait, de l'expulsion des non-serbes. Messieurs les juges, vous entendrez et vous verrez des éléments de preuve concernant des communications interceptées entre Stanisic et le dirigeant serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, datant de janvier 1992, dans lesquels Stanisic a confirmé qu'il avait l'autorité pour nommer ou placer des personnes dans les structures serbes en Croatie.
Aucune description du poste et de l'autorité qu'occupait Jovica Stanisic ne serait complète sans faire référence à Slobodan Milošević. Et ce parce que les pouvoirs et l'autorité que Stanisic avait émanait non seulement de sa position en qualité de chef de la DB serbe, mais aussi de la confiance que Milošević avait en lui. Slobodan Milošević est arrivé à dominer les structures politiques et militaires serbes, principalement au moyen de manipulation du nationalisme serbe, dont un élément, se reprend l'interprète, consistait à dire que tous les Serbes devaient vivre dans un territoire contrôlé et peuplé par des Serbes uniquement. Milošević contrôlait toutes les décisions d'importance et les institutions majeures du gouvernement serbe et jouissait de pouvoirs assez larges sur les institutions yougoslaves fédérales également. En mars 1991, à la veille de l'ECC, Milošević a publiquement déclaré son intention de protéger la sécurité des Serbes en dehors de la Serbie grâce à l'utilisation du MUP serbe. Comme je l'ai dit, il était composé des services de sûreté publique et des services de sûreté de l'État. Milošević était le moteur derrière cette conception et mise en œuvre de l'ECC et a confié des aspects clés de sa mise en œuvre à Stanisic et à Simatović. Franko Simatović, Franki a rejoint le DB serbe en 1978. À l'époque pertinente pour l'acte d'accusation, Simatović était subordonné directement à Jovica Stanisic. Dans le cadre de la structure officielle du DB serbe, il était membre supérieur et ensuite il était chef de la deuxième administration du DB qui généralement s'occupait des questions liées au renseignement par rapport aux services étrangers. Mais le rôle joué par Simatović dans le DB et dans l'entreprise criminelle commune allait au-delà de ses fonctions de juré au sein de la deuxième administration du DB. Donc, il faisait partie de la mission secrète du DB et il permettait l'établissement du territoire dominé par les Serbes en Croatie, en BH. Simatović supervisait personnellement et dirigeait les activités du DB à l'étranger, y compris les unités spéciales du DB. Il a donc approvisionné en armes et en liquide les forces serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Il a créé les camps d'entraînement partout en Croatie et en Bosnie où le DB avait les membres de son unité et d'autres sélectionnés par Simatović qui entraînaient d'autres forces serbes qui ont été utilisées par les membres de l'entreprise criminelle commune pour mener les opérations de nettoyage et pour réaliser le plan criminel. Les responsabilités fréquemment assumées par Simatović sur le terrain en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, et très souvent où on trouve les unités du DB et d'autres forces serbes commettant des crimes, on trouve également Simatović. Monsieur le Président, maintenant j'aimerais parler d'autres membres de l'entreprise criminelle commune et de la façon à laquelle ils ont contribué à sa réalisation. Kadijević et Hadžić, les généraux Veljko Kadijević et Blagoje Hadžić, avant le conflit, étaient membres de l'armée de Yougoslavie, de la JNA, qui était une organisation militaire multiethnique qui reflétait la diversité de la composition ethnique de la Yougoslavie même. C'était la source de la fierté pour la JNA. Kadijević et Hadžić ont changé cela. Ils ont donc placé la JNA dans le service de l'entreprise criminelle commune. Le général Kadijević était chef de l'état-major du commandement suprême de l'ex-Yougoslavie et il était également à la tête du secrétariat de l'Yougoslavie fédérale à la défense nationale jusqu'en 1992 où il était remplacé par Hadžić. Hadžić était chef de l'état-major général des armes forcées de l'ex-Yougoslavie et le commandant de l'état-major général de la JNA. Poussé par le président Milošević et sous la direction de Kadijević et Hadžić, la JNA a abandonné son rôle
en tant qu'armée multiethnique et neutre et a été transformée dans des forces dominées par les Serbes qui ont aidé à réaliser l'entreprise criminelle commune. La JNA a mené les opérations conjointes avec les forces serbes et a participé au nettoyage ethnique des non-serbes. Kadijević et Adjic ont assuré que l'arsenal énorme de la JNA, à savoir les armes, les véhicules et le matériel, soit mis à la disposition des forces serbes qui ont œuvré à la réalisation du plan criminel commun. Comme cela, elle assure la suprématie des pouvoirs militaires serbes lors des opérations ou tout au début pour saisir les territoires en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. J'ai mentionné Radovan Stojičić Baja. Déjà, je mentionnais son nom. Il était chef du service de sécurité publique du MUP de la Serbie. Avec Stanišić, Baja est devenu adjoint du ministre du MUP serbe à la fin de 1991. Sous la direction de Stanišić et de Stojičić, le service de sécurité publique et de la sûreté de l'État du MUP serbe travaillaient de concert. Lorsque le moment est venu pour réaliser l'entreprise criminelle commune, Baja ainsi que d'autres membres du service de sécurité publique de la Serbie ont été déployés en Croatie en 1991 et ont pris part à la campagne d'expulsion qui s'y déroulait. Il a armé de façon active et il a commandé les forces de la défense territoriale serbe locale, qu'on appelle l'ATO, dans le SBSO. Plus tard, en 1993, les unités de sécurité publique ont été déployées dans la Bosnie orientale pour participer aux opérations visant à chasser les musulmans de Bosnie de leur domicile après avoir été entraînés dans un camp d'entraînement du DB qui était situé à la proximité. Stojičić voyageait à Belgrade de façon régulière et a suivi les instructions qui lui étaient envoyées de Belgrade. Il avait des relations étroites avec le président Milošević et il communiquait fréquemment. Bien que Baja et Stanišić aient eu des compétences séparées dans le cadre du MUP serbe, Baja obéissait à Stanišić lorsqu'il s'agissait de questions liées à l'utilisation de la police et de la sécurité publique dans les opérations impliquant le DB. Monsieur le Président, maintenant, j'aimerais expliquer certains éléments politiques qui ont permis la création des districts autonomes serbes, à savoir de la RSK et de la RS en Croatie et en Bosnie, ainsi que la création des structures parallèles politiques, policières et militaires dans le cadre de ces entités. Certains des membres de l'entreprise criminelle commune avec lesquels ces accusés ont travaillé pour réaliser le plan criminel se trouvaient à la tête de ces structures et je vais en parler dans cette partie de mes déclarations similaires. La création des districts autonomes serbes, ensuite la création de la RSK et de la RS ont eu lieu dans le contexte des changements profonds qui avaient eu lieu partout en Yougoslavie en 1990 et 1991. Malgré le fait que la Yougoslavie était un pays multiethnique, à partir de sa création après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été dirigée par un seul parti, le Parti communiste. Pourtant, en 1990, le système communiste s'éteignait, alors que les républiques individuelles de l'ex-Yougoslavie ont organisé les élections multipartites pour la première fois. Les résultats de ces élections multipartites ont montré qu'il y avait des objectifs qui visaient à établir les lignes selon les divisions ethniques, le nationalisme, donc se répandait partout en Yougoslavie. Milošević ainsi que les membres de l'entreprise criminelle commune ont vu l'occasion d'imposer leur vision des territoires dominés par les Serbes et de la séparation ethnique. Les premières élections multipartites ont lieu en avril et en mai 1990 en Croatie. En Croatie, l'Union démocratique croate a gagné plus que 41 des voix
et la majorité des sièges au Parlement croate. Peu après cela, Franjo Tudjman est devenu président de la présidence de la République de Croatie, qui était toujours une république de l'ex-Yougoslavie. Les Serbes en Croatie ne soutenaient pas le HDZ ni Tudjman et ont voté principalement pour les partis serbes ou multiethniques lors de ces élections. Les Serbes croates étaient préoccupés par le fait que dans la nouvelle Croatie post-communiste, ils pourraient perdre leurs droits politiques dont ils jouissaient pendant le système yougoslave, bien qu'ils étaient présents dans de différents partis en Croatie dans de nombres significatifs. Ils étaient la majorité dans la région de Krajina. En fait, les Serbes en Croatie représentaient que 12% de la population totale de la Croatie par rapport à 78% des Croates. La Croatie a commencé à prendre des mesures pour obtenir l'indépendance par rapport à la Yougoslavie. Le 22 décembre 1990, le Parlement croate a promulgué une nouvelle constitution pour la République de Croatie. Et dans les yeux de beaucoup de Serbes en Croatie, le langage de cette constitution, utilisé dans cette constitution, le privé de leur statut d'une nation constitutive ou d'un peuple constitutif, le statut qu'ils avaient lorsque le système de l'ex-Yougoslavie était en vigueur et qu'ils devenaient une minorité nationale en Croatie. Au fil du temps, les Serbes en Croatie devenaient de plus en plus préoccupés de leur statut en Croatie. Milošević a exploité cette situation ainsi que les membres de l'entreprise criminelle commune et les médias serbes contrôlés par Milošević, et ils ont donc répandu la haine et la méfiance entre les Croates et les Serbes en Croatie. Ils ont évoqué les souvenirs de beaucoup de crimes commis contre les Serbes par le régime fasciste des Ustaši en Croatie pendant la Deuxième Guerre mondiale, en réveillant ainsi le spectre d'un nouveau génocide. Cela a aidé à jeter la base d'une séparation potentielle, expulsion des non-serbes des territoires proclamés comme étant des territoires serbes en Croatie. La Croatie a proclamé son indépendance par rapport à l'ex-Yougoslavie le 25 juin 1991. Excusez-moi, j'ai omis une page. Où est-ce que je me suis arrêtée? Les Serbes qui vivaient en Croatie n'étaient pas désœuvrés pendant les mois précédant la proclamation de l'indépendance de la Croatie en juin 1991. À partir de l'été 1990 et avec le soutien des responsables serbes et ses accusés, les Serbes en Croatie ont commencé à établir les entités, les organes de pouvoir serbes parallèles dont j'ai déjà parlé pour clôturer leur propre territoire en Croatie. D'abord, je vais parler des événements qui se sont passés dans la Krajina, dans la région de Krajina en Croatie, dont le lieu-chef est la ville de Knin, dans la Krajina. Donc, pendant cette première période, le leader politique était Milan Babić. Il était membre de l'entreprise criminelle commune. Babić était dentiste à Knin. Au début, Babić était président de ce que s'appelait gouvernement parallèle serbe qui était créé en Croatie. Il s'agissait d'un organe exécutif serbe qui s'appelait le Conseil national serbe. Le 25 juillet 1990, juste quelques mois après les élections multipartites en Croatie, le Conseil national serbe de la Krajina, mené par Babić, a fait une déclaration concernant la souveraineté et l'autonomie par rapport à la Croatie. En août et septembre 1990, Babić, guidé par Milošević, a organisé un référendum portant sur l'autonomie serbe dans le cadre de la Croatie. Il a été donc publié que plus de 97% des Serbes ont voté en faveur de l'autonomie. Ce référendum indique le début de la séparation physique entre les Serbes et les Croates. La séparation physique, d'abord, s'est manifestée à ce qu'il a été connu par la suite comme révolution de Rondin qui a commencé en août 1990. Les Serbes ont commencé à poser des barricades autour des villes et des villages serbes
en bloquant des routes pour prévenir les autorités croates, la police croate, d'y entrer. Ces barricades ont isolé les Croates dans leur village. Cela s'appelait révolution de rondins parce que des rondins ont été utilisés pour barrer les routes. Outre Babic, un autre responsable des Serbes dans la Krajina à l'époque était Milan Martic. Martic était policier de Knin et il n'avait pas une carrière exemplaire à l'époque. Au début, Martic est devenu quelqu'un qui prenait et organisait la révolution des rondins et il a agi avec l'aide d'un agent opérationnel du DB serbe qui s'appelait Dusan Orlovic. Martic a joué un rôle clé dans l'organisation et dans la dans le cadre des structures policières parallèles serbes créées dans le SAO de Krajina et dans la RSK. Babic et Martic n'avaient pas beaucoup d'expérience pour ce qui est de la politique et du gouvernement. Milosevic a approuvé leur rôle dans la Krajina en tant que leader dans la Krajina puisqu'il soutenait de façon véhémente le plan visant à séparer les Serbes des Croates partout dans la région de Krajina qui était revendiquée en tant que territoire serbe. Le SAO de Krajina a été officiellement proclamé le 21 décembre 1990. Milan Babic était son président. Comme vous pouvez voir ici, le lendemain, le 22 décembre 1990, le Parlement croate a promulgué la nouvelle constitution croate que j'ai déjà décrite. Donc, les Serbes et les Croates en Croatie se dirigeaient dans des directions très différentes à la fin de 1990. Le 1er avril 1991, le conseil exécutif du SAO de Krajina a voté la sécession par rapport à la Croatie. Et 9 mois plus tard, le 19 décembre 1991, le SAO de Krajina a proclamé son indépendance en tant qu'un État indépendant, la République de Krajina serbe ou la RSK, et Babic était son premier président. Encore quelques mots pour ce qui est des membres de l'entreprise criminelle commune Babic et Martic et de leur relation avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune. En tant que leader politique du SAO de Krajina et ensuite de la RSK, Babic donc, était quelqu'un qui agissait selon la volonté de Milosevic. Milosevic l'a renvoyé au début de 1992, puisqu'il était en désaccord avec lui concernant le fait d'accepter ou pas le plan de Vance, et c'était l'accord proposé par la communauté internationale pour arriver à un cessez-le-feu et à la solution du conflit en Croatie. Babic est unique puisque c'est un membre de l'entreprise criminelle commune qui a reconnu sa culpabilité. Il a confirmé l'existence de l'entreprise criminelle commune, le rôle de ses membres, y compris les accusés, et a donc admis qu'il jouait un rôle pour ce qui est de la réalisation des objectifs de cette entreprise criminelle commune visant à créer un territoire ethniquement homogène serbe. En 2004, Babic a plaidé coupable pour ce qui est de sa participation à l'entreprise criminelle commune, a été condamné par la chambre de TPI grecque à 13 ans de prison. En 2007, Babic s'est suicidé pendant son témoignage dans l'affaire contre Milan Martic. Milan Martic, dans cette première phase, était quelqu'un qui prônait le nationalisme extrême serbe et la séparation ethnique dans la Krajina. Ici, on le voit avec Jovica Stanišić en 1994. Martic a considéré Jovica Stanišić comme étant son chef et il a parlé en tant que, entre guillemets, son seul et premier commandant. Martic était quelqu'un qui était une personne clé dans le SAO de la Krajina et de la RSK à partir de sa création en 1990 jusqu'en août 1995 lorsque l'armée croate a repris le territoire de la Krajina dans l'opération qui est connue sous le nom de Tempesta. De temps en temps, Martic est donc servi de ministre de la RSK, le ministre de l'Intérieur, ensuite ministre de la Défense. Après avoir gagné aux élections à la fin de 1993, Martic est devenu président de la RSK.
les événements politiques qui ont mené à la création du district autonome serbe en Croatie orientale, et c'était le SAO de Slavonie-Baranja et Srem occidental, ou SBSO, se sont passés selon le même scénario comme les événements qui se sont passés en Krajina. Il y a quelques instants, j'ai dit que les Serbes dans la Krajina de Knin ont créé un organe exécutif serbe qui s'appelait Conseil national serbe en juillet 1990, et à la tête de ce conseil était Babic. Le 7 janvier 1991, les Serbes ont formé le Conseil national serbe pour la région du SBS, où le président de cet organe était Goran Hadžić, un autre membre de l'entreprise criminelle commune. Mis à part les accusés, le 26 février 1991, le Conseil national serbe a proclamé l'autonomie et la souveraineté du peuple serbe du SBSO. Et le 25 juin 1991, le Conseil national serbe a organisé la Grande Assemblée serbe, lors de laquelle a été proclamé que ce district du SBSO était séparé de la Croatie. Comme vous pouvez le voir, pour ce qui est de la chronologie des événements, c'était le même jour que la Croatie a proclamé son indépendance de la Yougoslavie. Hadžić a été officiellement nommé président élu du gouvernement du SBSO. Plus tard, le 26 février 1992, le SBSO a rejoint la RSK. Milošević a renvoyé Babic en tant que président et l'a remplacé par Hadžić, qui est resté président jusqu'à la fin de 1993, où Milan Martić est devenu président. Juste comme Babic et Martić, Hadžić non plus n'avait pas d'expérience dans la politique. Il n'a pas travaillé dans les organes du gouvernement. Il était employé dans un entrepôt. Mais comme Babic et Martić, Hadžić jouissait du soutien de Milošević et de son approbation, puisqu'il donc soutenait de façon véhémente le plan criminel. Ses déclarations publiques à cet égard ont contribué à l'établissement d'un climat de terreur et d'impunité qui régnait sur les territoires contrôlés par les Serbes pendant qu'il était en charge de ces territoires. Dans le SBSO, Hadžić était étroitement lié avec Željko Ražnatović Arkan, membre de l'entreprise criminelle commune, commandant de la garde volontaire des volontaires serbes ou du SDG, qui était connu sous le nom des Tigres d'Arkan. Il s'agissait de l'une des unités spéciales de la sûreté de l'État dirigée par les accusés, et je vais le décrire dans quelques minutes. Monsieur le Président, nous allons voir que les moyens de preuve montrent que, juste comme c'était le cas de la région de Krajina contrôlée par les Serbes au début du mois d'août 1991, des milliers de non-serbes ont été expulsés du territoire du SBSO par les forces serbes qui s'y trouvaient. Et pour en finir, au début 1992, la RSK était composée des territoires combinés en Croatie, du SAO de la Krajina et du SAO de SBSO. Il y avait un troisième district autonome serbe en Croatie que je n'ai pas mentionné jusqu'ici. C'était le SAO de Slavonie occidentale qui a été proclamé en août 1991. Pourtant, à la différence du SAO de Krajina et du SAO de Slavonie orientale, les Serbes ont pris le contrôle sur seulement une partie de ce territoire proclamé le SAO, et en fait le résultat du conflit dans cette région était l'expulsion des Serbes par les forces croates. Beaucoup de ces Serbes se sont réinstallés dans les régions de la RSK qui avaient déjà été nettoyées des Croates et d'autres populations non serbes. Lors de ma présentation, plutôt, j'ai fait référence à la création des districts autonomes serbes de la Republika Srpska ou l'ARS en Bosnie le 9 janvier 1992. Une assemblée des Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine a proclamé l'établissement de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, qui par la suite a été rebaptisée la Republika Srpska ou la RS. Mon collègue M. Weber va décrire plus en détail l'établissement de la ERS et comment la ERS donc, a contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune.
Monsieur le Président, jusqu'ici, j'ai décrit l'entreprise criminelle commune et son objectif visant à chasser de façon permanente de la population non serbe de grandes parties de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine qui étaient revendiquées par les Serbes comme étant leur territoire. J'ai décrit la position et les rôles des accusés dans le cadre du service de sécurité de l'État et du MUP serbe. J'ai identifié plusieurs d'autres membres de l'entreprise criminelle commune et j'ai parlé du contexte de l'établissement des entités serbes, des districts autonomes serbes, de la RSK et de la ERS en Croatie et en Bosnie-Herzégovine qui ont contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune là-bas. Maintenant, je vais décrire le rôle que ces accusés ont joué dans la réalisation de l'entreprise criminelle commune en procédant en chassant de façon violente beaucoup de non-serbes. Ils ont fait cela dans de différentes façons, à savoir en aidant à la création de la police, de l'armée serbe et d'autres organes à l'extérieur de la Croatie en Bosnie-Herzégovine, en les utilisant pour réaliser l'entreprise criminelle commune en provisionnant en armes et en équipement ces forces serbes, en entraînant les combattants serbes qui ont été utilisés de façon répétée pour commettre des crimes visant la réalisation de l'entreprise criminelle commune, en établissant et en dirigeant des unités du DB, des unités spéciales utilisées pendant la réalisation du plan criminel commun en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Mais en tant qu'introduction de mes remarques, je vais réitérer ce que j'ai dit au début. Les crimes dans cette affaire se sont passés dans le contexte d'un conflit armé en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Un conflit armé nécessairement nécessite l'armement, l'entraînement des forces régulières, des forces d'élite, des unités spéciales. Mais ici, l'armement, l'entraînement et déploiement des unités spéciales du DB qui a été fait par les accusés dans cette affaire avait pour l'intention de promouvoir l'objectif criminel commun. Stanisic et Simatovic ont rempli leur fonction, non pas avec l'intention de ces actions soutiennent les activités de combat légales dans le conflit armé, mais de chasser la population non serbe par la force et en commettant des crimes. Je voudrais à présent passer à la création des structures parallèles. Tout d'abord, les accusés et l'ADB ont joué un rôle important dans le processus de création des forces de police serbes et de la défense territoriale, la TO, en Krajina en SAO Krajina et SAO SBSO, des forces que les membres de l'ECC ont utilisées pour poursuivre leurs objectifs de territoire serbe pur d'un point de vue ethnique. Ces structures ont servi de moteur d'infrastructures visant à mettre en œuvre l'ECC. Dans les mois qui ont mené au début de l'entreprise criminelle commune, donc à partir du mois de janvier 1991, Stanisic et Simatovic ont travaillé avec Milan Martic et le ministre de l'Intérieur serbe, Radmilo Bogdanovic, aussi membre de l'ECC, afin de créer une force de police serbe et de mettre sur pied des postes de police serbe dans toute la SAO de Krajina. Stanisic a assuré Martic qu'il allait fournir toutes les ressources financières, techniques et personnelles, et Simatovic a fourni ces ressources. Cette force de police, sous l'autorité de Martic, est devenue connue sous le nom de Milicija Krajina, ou Marticevci, c'est-à-dire les hommes de Martic, parce que ces forces de police opéraient sous son commandement direct. À son tour, Martic a agi à la direction, sur les ordres des accusés. Et pendant la deuxième moitié de l'année 1991, grâce au matériel et à l'appui financier des accusés, Martic a mené la police de Krajina et les forces de la TO dans une attaque de purification ethnique des villages croates dans toute la Krajina, a assassiné des Croates et a détruit leurs maisons, leurs villages, leurs églises et leurs écoles. Outre ces forces de police serbes régulières, Stanisic s'est rendu à Knin personnellement pour organiser un service de sûreté de l'État, une DB pour la SAO de Krajina.
l'un de ses agents opérationnels a créé un organe de la sûreté de l'État sœur en SBSO et s'est assuré qu'elle suivait une ligne de commandement, une filière hiérarchique qui dépendait de la DB serbe à Belgrade. Stanisic a enrôlé là-dedans plusieurs personnes liées à la DB serbe, à des postes clés dans la police, l'armée, les structures de la DB, à la fois en Krajina et en SBSO. Les agents opérationnels de l'ADB, Raste Kostic et Ilija Kojic, étaient à la tête de la création d'une force de police serbe en SBSO et travaillaient avec le président de la SBSO, Goran Hadžić. La nouvelle structure policière serbe de SBSO a reçu ses uniformes et d'autres matériels de la DB serbe. En juillet 1991, Hadžić a nommé Kojic au poste de commandant de la TO locale serbe, les forces de défense serbes locales. Plus tard, à partir du début de l'année 1992 jusqu'à la fin de l'ECC en 1995, Kojic a été le ministre adjoint du ministère de l'Intérieur de RSK. C'était un agent opérationnel de l'ADB pendant toute la période. L'armement à présent. Une fois que les structures policières et militaires parallèles serbes ont été établies, les accusés ont armé et ont fourni ces structures. À la tête du service du renseignement numéro 1 de Serbie, les accusés ont eu la possibilité d'acquérir des armes et de s'assurer en douceur leur approvisionnement de l'autre côté de la frontière à la police serbe et au personnel militaire dans toute la Croatie et la Bosnie. Les accusés ont participé personnellement à cet approvisionnement d'armes et de munitions, au financement, à l'équipement des communications, aux fournitures, aux véhicules et à d'autres moyens qui seraient utilisés pour opérer ce nettoyage ethnique des zones ciblées de Croates et d'autres où il n'y avait pas de Serbes. Je vais vous donner quelques exemples. Dès 1990, Stanisic envoyait de l'argent et des armes en Krajina et en SBSO à des personnes de confiance telles que Martic, membre de l'ECC, et Ilija Kojic. Simatovic a fourni personnellement des sacs de billets et des camions d'armes en SAO Krajina depuis la Serbie. Il a également délivré des instructions écrites pour la distribution des armes. Martic et d'autres Serbes de Krajina et de SBSO se sont rendus au bureau de Stanisic à Belgrade pour demander des fonds, des armes, du matériel et pour récupérer de grandes quantités d'argent. L'argent et les armes fournis par les accusés ont été distribués à la police de Krajina de Martic et à la défense territoriale, à des recrues qui étaient en cours d'instruction au camp de formation de l'ADB établi à Golubic en Krajina et à la police de SBSO et à la TO, la défense territoriale. Stanisic, Milosevic, and other. De 1991 à 1993, Stanisic, Milosevic et d'autres membres de l'ECC basés à Belgrade ont orchestré l'approvisionnement des armes dans les parties proclamées par les Serbes de Croatie et de Bosnie grâce à une organisation de proximité appelée l'Association des émigrés serbes. Stanisic et d'autres membres de l'ECC ont organisé ces envois par bateau depuis Belgrade. Stanisic rencontrait régulièrement d'autres membres de l'ADB serbe pour discuter de cet affrètement lorsque cela était nécessaire. L'association en question avait un numéro de téléphone spécial qui leur permettait de les joindre directement dans les régions où les opérations avaient lieu et à l'ADB serbe permettant une mise à jour des évolutions sur le terrain et d'évaluer les besoins en armes. La formation à présent. Au début de l'année 1991, Stanisic et Simatovic ont pris les premières mesures d'ampleur vers la formation de forces de combattants serbes
que eux-mêmes et d'autres membres de l'ECC utiliseraient pour le nettoyage ethnique et la campagne qui suivrait. Je viens de vous parler de Golubic. C'était en fait le camp d'entraînement principal de la DB. Simatovic a recruté un mercenaire qui s'appelait Dragan Vasilkovic, alias le capitaine Dragan, pour mener cette instruction ou formation. Ils ont aussi amené des agents opérationnels de la DB serbe pour être des instructeurs. À Golubic, Simatovic a fourni de l'argent, des armes, du carburant, des véhicules et des uniformes. Pendant les mois qui ont suivi, Simatovic a personnellement coordonné avec Martic la formation et l'armement des premiers milliers de recrues qui allaient perpétrer les crimes nécessaires à l'accomplissement de l'expulsion des non-serbes de Krajina au début de l'été 1991. Ceux qui avaient été entraînés à Golubic ont rejoint ou sont retournés dans leur station d'origine de la police ou dans leurs unités de la défense territoriale dans toute la Krajina et la SBSO. Les accusés ont gardé les meilleurs recrues pour former une unité d'élite de la DB elle-même que je vous décrirai dans quelques instants. Et comptant du succès du programme de formation de Golubic, Stanisic et Simatovic ont établi ou envoyé leurs subordonnés pour la création et la gestion de centres de formation dans toute la Croatie et la Bosnie et équiper les forces serbes locales, leur fournir les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par les membres de l'ECC. Vous allez entendre des éléments de preuve disant que dans l'un des camps, des recrues se voyaient apprendre comment utiliser des boucliers humains. La plupart des camps étaient placés à proximité des endroits où les opérations de nettoyage ethnique allaient avoir lieu. Voici à présent quelques-uns des emplacements des camps de formation tenus par la DB qui visait à former des combattants et participer à ces opérations de nettoyage ethnique. Les forces serbes formées à Golubic, notamment celles subordonnées à Martic et des membres de l'unité, se sont déployées dans toute la SAO de Krajina, au moins à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 1991, liant des villes serbes et des territoires tenus par les Serbes au moyen de meurtres et en expulsant des civils croates qui se sont retrouvés sans aucun foyer et qui ont vu leur village détruit dans ces opérations. Ethnically cleanse that municipality. Après que les forces serbes aient pris le contrôle du Srem occidental en Croatie orientale et ont expulsé sa population non serbe, les accusés ont établi un camp à Pajos, près de Ilok. Ils y ont entraîné des membres de l'unité et des personnes de Bosanci Samac qui se trouvaient en Bosnie avant de les déployer pour la prise et le nettoyage ethnique de cette municipalité en avril 1992. En Bosnie, les camps de la DB à Ozren et à Doboj, l'unité formait des membres de plusieurs unités de police ou paramilitaires venant de Republika Srpska avant que les membres des unités spéciales de la DB serbe se déploient avec ces formations pour forcer les non-serbes à quitter Doboj et Teslić de mai à juillet 1992. En 1992 et 1993, des Serbes locaux ont été formés à Bratunac et Skelani, deux emplacements en Bosnie orientale. En outre, des unités militaires et de la police de Serbie ont été formées au Montara en Serbie. Ces groupes se sont ensuite déployés avec l'unité en Bosnie orientale où ils sont passés de village en village et ont expulsé la population musulmane. Il y a eu au moins 26 camps d'entraînement de la DB serbe pendant le conflit. Simatovic a confirmé ceci dans une présentation qu'il a faite au président Milosevic et à d'autres pendant une cérémonie de remise des prix pour l'unité et qui a eu lieu après le conflit en mai 1993 à la base de l'unité à Kula en Serbie. Les accusés n'ont pas seulement armé et formé d'autres
qui allaient mener à bien leur plan criminel d'expulsion des non-serbes. Ils ont aussi créé et dirigé leur propre unité de l'ADB qui est devenue connue sous le nom des hommes de Franquie ou les bérets rouges et qui contrôlait le terrain et s'y déployait. Et parce que c'était une unité du service de la sûreté de l'État serbe, ces opérations étaient secrètes. Lorsqu'ils étaient déployés dans les opérations, les membres de l'unité avaient pour instruction de ne porter aucun signe distinctif, aucun document qui pouvait les identifier et de retirer les écussons de leurs uniformes. Simatovic commentait l'unité sur le terrain dans les opérations militaires dans toute la Croatie et la Bosnie où les non-serbes ont été expulsés. L'unité a commis plusieurs crimes en Croatie et en Bosnie. De plus, en utilisant les ressources de l'ADB, les accusés ont dirigé et équipé 2 autres unités d'élite. L'une d'entre elles était la garde serbe des volontaires d'Arkan, la SDG, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou aussi les Tigres d'Arkan, dont je vous ai parlé tout à l'heure également. L'autre unité s'appelait les Scorpions, et je vais vous la décrire brièvement. Stanisic et Simatovic avaient toujours exercé l'autorité sur l'unité, sur la garde serbe des volontaires et sur les Scorpions. Ils déterminaient où et quand et dans quel objectif ces unités devaient se déployer. Lorsqu'il y a eu resubordination des unités spéciales de l'ADB pour participer à des actions conjointes avec d'autres forces militaires ou de police serbes, elles étaient toujours sous leur commandement. Cependant, pendant toute la période, ces unités spéciales sont restées des unités de l'ADB sous le commandement de Stanisic et Simatovic. Et pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, les accusés, à plusieurs reprises, les ont déployés en ayant connaissance des crimes passés qui avaient été commis et dans l'intention que ces unités continuent de commettre ces crimes afin de poursuivre cet objectif criminel commun. Quelques mots à présent sur l'unité. Vous vous souviendrez, messieurs les juges, que Babic et les Serbes de Krajina avaient déclaré la SAO de Krajina le 1er avril 1991. Cela a eu lieu peu après la déclaration publique de Milosevic, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, en mars 1991, lorsqu'il a dit que le MUP et la police de Serbie protégeraient les intérêts des Serbes en dehors de la Serbie. Le 1er avril, Babic a envoyé une demande officielle à la Serbie demandant un appui technique et personnel au MUP serbe dont l'ADB faisait partie. Le camp de Golubic a été créé quelques semaines plus tard et c'est là que l'unité a été formée. Ses membres estime que le 4 mai 1991 marque la date de la création de l'unité. À partir de ce moment-là, l'unité a existé sous une forme ou sous l'autre, sous le contrôle des accusés, pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. Et messieurs les juges, vous allez entendre des témoignages de personnes qui étaient des membres de l'unité à plusieurs périodes depuis sa création. Et ces personnes vous confirmeront que Jovica Stanisic et Franko Simatovic exerçaient l'autorité sur elle à tout moment. À présent, les écussons. L'unité portait l'emblème de l'ADB serbe, qui était cette écusson que vous voyez à l'écran sur leurs uniformes. Il s'agit d'une épée pointant vers le haut, entourée de la lettre S en cyrillique. Et vous verrez également des documents qui seront versés au dossier, qui ont été rédigés par des membres de l'unité et contenant leur propre dossier personnel à la DB serbe et qui montrent avec des écrits leur participation à des opérations en Croatie et en Bosnie où le nettoyage ethnique a eu lieu sur une grande échelle. Vous entendrez également énormément de témoignages sur la deuxième unité spéciale de la DB. C'est la garde serbe des volontaires, ou la SDG, connue aussi sous le nom des Tigres d'Arkan. Comme nous l'avons déjà dit, cette unité était dirigée par le membre de l'ECC, Jelko Rajnatovic, alias Arkan, ou Arkan. Arkan était le criminel par excellence parmi tous ces auteurs et ces membres de l'ECC. Même avant la guerre, Arkan était déjà un criminel connu dans
à Belgrade et dans les milieux louches. Cette unité était responsable d'énormément de meurtres brutaux, de persécutions, d'expulsions forcées reprochées en l'espèce, à la fois en SBSO et ensuite en Bosnie, dans des endroits comme Jelina Zvornik et Sremski Most, pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. La garde serbe des volontaires avait son QG à Belgrade, mais en Croatie, le SDB était basé dans la ville d'Erdut, en SBSO, dans le même bâtiment où le gouvernement de Hadžić se trouvait. Grâce au soutien des accusés, les unités d'Arkan étaient bien entraînées, équipées. Arkan et sa garde serbe des volontaires, la SDG, ont perpétré des crimes particulièrement cruels et violents sur des prisonniers pendant les expulsions. Ils ont commis des exécutions à grande échelle et Arkan s'est vanté publiquement de ces crimes et du fait qu'il avait refusé de prendre des prisonniers. Ici, à présent, vous avez l'écusson de la SDG. Il ressemble à l'écusson de l'unité qui reprend l'image de cette épée pointant vers le haut et des 4 lettres S en caractère cyrillique. Un ancien membre de la SDG d'Arkan vous parlera de la garde serbe des volontaires d'Arkan qui était sous le commandement de Jovica Stanisic et de Franko Simatovic, et il vous dira que cette SDG incluait énormément de repris de justice et de criminels et que c'est la raison pour laquelle l'ADB n'a jamais voulu formellement reconnaître cette unité comme faisant partie intégrante de la DB serbe. Outre l'unité et la SDG d'Arkan, la 3e unité spéciale de la DB s'appelait les Scorpions. Ils étaient basés en un endroit qui s'appelait Djeletovci, en Croatie orientale. Et comme vous le voyez à l'écran, leur emblème, leur écusson était presque à l'identique à celui de l'unité. L'épée, encore une fois, de la DB serbe, les 4 S en cyrillique. Et ici, la différence, c'est que le mot Scorpioni est écrit en dessous. L'homme de l'ADB à double casquette, Kojic, ministre adjoint de l'Intérieur pour la RSK, a déployé les Scorpions à Tornovo en juillet 1995, où les Scorpions ont exécuté 6 hommes et garçons musulmans. Et M. Weber vous parlera de cet événement davantage en détail. Toute la formation, l'instruction, l'appui financier, l'armement secret, tout cela a eu lieu pour créer les forces serbes que Stanisic, Simatovic et les autres membres de l'ECC pourraient utiliser pour réaliser l'objectif de régions serbes homogènes d'un point de vue ethnique en Croatie et en Bosnie. Et dans la dernière partie de ma présentation, je vais vous décrire les crimes qui ont été commis contre les non-serbes en Krajina et en SBSO à certains emplacements que vous entendrez au cours du procès. Et le schéma est toujours le même. Des crimes, des meurtres, des assassinats, des arrestations arbitraires, des expulsions forcées, des destructions. Tous ces crimes avaient pour objectif d'expulser les non-serbes qui restaient. Les crimes dans le cadre de l'ECC ont été lancés de façon presque simultanée en SAO de Krajina et en SAO SBSO. Fraîchement formé à Golubic les 26 et 27 juillet 1991, le capitaine Dragan a lancé l'opération Jaoka, ou guêpe ou piqûre. Sous son commandement, les membres de l'unité de l'ADB et de la police de Martic et d'autres recrues à Golubic sont allés dans la ville de Glina, ont tiré sur des églises et des écoles et ont utilisé des civils croates comme boucliers humains et ont ensuite expulsé la population civile non serbe. Cela marque le début de la mise en œuvre de l'ECC en SAO Krajina. Simatovic a supervisé cette opération telle que des rapports l'attestent avant et après.
Vous avez là par exemple le rapport de la défense territoriale de Krajina daté du 27 juillet 1991 portant sur l'opération de Glina. Vous verrez que Frankie faisait partie des personnes qui étaient dans les destinataires du rapport. Quelques jours après cette attaque sur Glina, de l'autre côté de la Croatie, en SBSO, les forces serbes ont lancé leurs premières attaques le 1er août et ont pris Dalj et Erdut. Ilija Kojic, l'agent opérationnel de l'ADB qui commandait les forces de la défense territoriale serbe à l'époque, a dirigé les forces de l'ATO qui ont participé à cette attaque. Elles avaient été armées par des agents opérationnels de l'ADB, notamment Kojic, et cela marque le début de la mise en œuvre de l'ECC en Croatie orientale, la SBSO. Ce jour-là, des milliers de personnes ont fui la région, notamment en bateau de la ville de Almiash par le Danube. Et ici, messieurs les juges, vous voyez les images de nombreux non-serbes qui sont partis ce jour-là et qui ont embarqué sur un bateau qui les a emmenés en territoire tenu par les Croates vers le nord. Dans les mois qui ont suivi la prise de Dalj et d'Erdut, Arkan et la SDG l'unité de la sûreté de Hadžić, qui s'appelait le SNB, et la défense territoriale serbe ont arrêté, détenu, frappé et assassiné des non-serbes des villages avoisinants. Par exemple, beaucoup de non-serbes, de Croates et de Hongrois d'appartenance ethnique qui vivaient dans la région ont été arrêtés et détenus au poste de police de Dalj. Arkan s'est rendu au poste de police avec ses hommes et a ordonné de rouer de coups les détenus. Les détenus ont été frappés avec des chaises en métal et les coups ne se sont arrêtés que lorsque les chaises ont rompu. Une victime, un homme d'Erdut, a été si gravement roué de coups que les autres prisonniers ne l'ont plus reconnu, notamment un compagnon de cellule qu'il avait connu depuis 20 ans. Le 21 septembre 1991, Hadžić et Arkan se sont rendus au bâtiment de la police de Dalj. Hadžić a ordonné de libérer 2 détenus croates. Les hommes d'Arkan ont pris 11 autres prisonniers et les ont exécutés. Lorsque les meurtres sont devenus connus, Hadžić et Arkan ont collaboré pour étouffer toute enquête officielle et en menaçant les représentants officiels de la police locale qui cherchaient des pièces sur ces meurtres. Au début de l'automne 1991, Badja, Hadžić et Arkan étaient tous basés à Erdut, au centre de formation, ensemble avec leurs forces qui brutalisaient la population civile non serbe dans toute la région. Le centre de formation et les maisons à proximité avaient été réquisitionnés pour des interrogatoires et des rouages de coups. Le 11 novembre 1991, les hommes d'Arkan et les Serbes locaux qui travaillaient avec eux ont arrêté 6 hommes de Klisa et 2 de villes avoisinantes. Ces hommes étaient des employés de l'État, de la coopérative agricole qui appartenait à l'État. On les a tenus en joue. On a été les chercher à leur lieu de travail et on les a emmenés à Erdut. L'un d'entre eux, un Serbe, a été libéré lorsqu'il a dit aux hommes d'Arkan quelle était son appartenance ethnique. Les autres, tous des non-serbes, ont été roués de coups et interrogés dans une maison près du centre de formation avant d'être transférés pour d'autres mauvais traitements. Ils ont été gardés pendant plusieurs jours dans une pièce sans fenêtre, sans lumière, un seau en guise de toilette,
pour 7 personnes. 2 d'entre eux, les frères Dasovic, ont été libérés grâce à l'intervention de proches serbes dans la JNA. Les 5 autres hommes ont été exécutés et leurs corps ont été jetés dans une fosse. Un Serbe qui est témoin en l'espèce est intervenu auprès des hommes d'Arkan et auprès de Hadjic et a essayé d'obtenir la libération de ses prisonniers. Hadjic l'a éloigné et lui a dit de ne plus poser de questions. Southern Croatia on the 26th of August, 1991. Before the conflict, Kijevo had a population of about 1,200 people, virtually all of whom were ethnic Croats. Pour revenir à la Krajina, les forces serbes ont attaqué la ville de Kijevo dans la Croatie méridionale le 26 août 1991. Avant le conflit à Kijevo, la population de la ville comptait 1200 personnes qui étaient presque toutes des Croates ethniques. Avant l'attaque de Milan Martic, avant l'attaque, Milan Martic a lancé un ultimatum au poste de police croate à Kijevo. Vous voyez cela à l'écran. Après avoir dit que les relations entre la population serbe et la population croate étaient telles que, je cite, la coexistence future sur nos territoires serbes de la SAO de Krajina est impossible. Fin de citation. Martic a émis un avertissement disant que ses forces allaient attaquer le poste de police si les membres de ce poste de police ne se retirent de ce village dans un délai de 48 heures. Martic a dit qu'il voulait coexistence, mais il a averti que si son ultimatum n'était pas respecté, je cite, vous allez devoir assumer la responsabilité devant votre propre peuple pour les conséquences qui peuvent s'en suivre. Martic et Serbe, la police serbe du SAO de Krajina ont été entraînés à Golubic et avec la JNA ont attaqué de concert le poste de police de Kijevo le 26 août 1991. Dans les jours qui ont suivi, la population croate de Kijevo a appris qu'il n'y aurait pas de la coexistence avec les Serbes et pendant que la plus grande partie de la population civile croate avait été évacuée du village avant l'attaque, le village a été détruit, les maisons civiles ont été touchées par des obus. La police de Martic a commencé à piller à grande échelle et à détruire les maisons. Les maisons dans la ville ont été mises à feu le jour après l'attaque. L'Église catholique a été endommagée pendant l'attaque et plus tard détruite. Tout cela avait pour l'objectif de nettoyer Kijevo de sa population croate et de les prévenir d'y retourner. Monsieur Stringer, Monsieur Stringer, vous avez encore besoin de combien de temps pour finir? Monsieur Stringer, 2 minutes. Comme je l'ai déjà dit, Martic n'a pas pris Kijevo seul. Il a déployé ses forces avec le soutien de la JNA sous le commandement de Ratko Mladic. Mladic, à l'époque, était le commandant adjoint et le chef de l'état-major de la JNA et du 9e corps de la JNA basé à Knin. Mladic a commandé les opérations pour attaquer et ethniquement nettoyer les villages croates partout dans la Krajina en 1991. Beaucoup de ces opérations ont été menées en coordination avec les forces de police de Martic. Mladic et Babic étaient ensemble à Kijevo après sa prise. Vous pouvez voir ici les arrêts sur image d'une vidéo qui a été prise à l'époque et en parlant avec Mladic, Babic a dit, je cite, c'est mon territoire, je suis né ici en tant que Serbe, cela sera le territoire serbe, fin de citation. Et Monsieur le Président, nous pouvons à présent faire la pause. Le juge Hall, merci Monsieur Stringer. So we resume. Le juge Hall, nous allons reprendre à 15 heures. All rise. Veuillez vous lever.